récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Jean-Damien Mermillod-Blondin, maire de Coran, président du groupe Métropole d'Avenir à la métro. Bonjour. Bonjour Christophe Reville. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Les municipales de 2020 se profilent et avec elles un enjeu de taille, la future majorité qui pilotera la métropole grenobloise. Cette intercommunalité détient toutes les compétences liées au quotidien des habitants, des routes à la distribution de l'eau en passant par la collecte des déchets et les déplacements. C'est la métro par exemple aussi qui pilote désormais les règles en matière d'urbanisme. Alors quel est le bilan de cette mandature et quelles alternatives sont possibles? Question posée cette semaine à Jean-Damien Mermillod-Blondin, président du groupe Métropole d'Avenir. C'est quoi, une vingtaine d'élus, une douzaine de communes? C'est ça. Avec un groupe plutôt qui a une étiquette de centre droit? On peut le dire également. Le projet métropolitain 2030, il a été présenté il y a quelques mois. L'opposition dont vous faites partie y a été associée. Vous avez refusé d'y participer. Alors, au départ, on a été associés. La démarche était conjointe. Elle était censée rassembler tout le monde. Et rapidement, on a vu que nos idées ne seraient pas ou trop peu reprises. Et on s'est dit qu'on allait se faire finalement diluer dans un charabia inaudible et abstrait avec des vocabulaires scientifiques, quasi scientifiques. C'est la raison pour laquelle on a pris nos responsabilités. On est sorti du comité de rédaction dans lequel on ne rédigeait rien d'ailleurs, et on a présenté nous-mêmes notre projet métropolitain, si bien que la métropole a changé le nom de son document. C'est devenu un manifeste, non pas du Parti communiste, mais le manifeste métropolitain à l'horizon 2030, qui est un galimatias, un vulgaire conglomérat de phrases très abstraites, à tel point que le groupe PASC, socialiste et apparenté, est en train, alors qu'il est dans la majorité, il est en train, lui, de faire un projet métropolitain également. C'est déjà quasiment l'aveu que ce document qui a coûté très cher n'est pas concret et ne servira à rien. C'était un projet qui était un peu trop grenoblo-centré, selon vous? Il était très grenoblo-centré, avec toujours ce vocabulaire à la mode, co-construction, résilience. Il y a des phrases, je les ai lues en conseil métropolitain, on est un peu dans le bouillon politique tout le temps, des phrases qu'on avait même du mal à comprendre. Vous imaginez, pour les 460 000 métropolitains, ce dont ils ont besoin, c'est de comprendre concrètement quel horizon est prévu et s'ils adhèrent ou pas au projet qui est présenté. Alors précisément, votre projet, celui que vous avez mis en place, qu'est-ce qu'il comprend dans les grandes lignes? C'est quoi l'objectif, le projet? Alors, les grandes lignes, c'est des lignes concrètes. C'est de dire aux métropolitains comment demain, et demain pas à 2050, comment ils vont se déplacer. On connaît la problématique grenobloise et métropolitaine, comment ils vont se loger, comment ils vont vivre et comment ils vont vivre en sécurité et comment ils vont respirer mieux. Donc on a fait des propositions très concrètes sur les mobilités, la sécurité, l'habitat, l'enseignement, enfin le sport, toutes les compétences métropolitaines. Mais ça, c'est pas dans le projet de la majorité? Le projet de la majorité, qui s'appelle ce fameux manifeste, si vous le lisez, ce sont que des déclarations d'intention. Il n'y a rien de concret, c'est des vœux pieux, et ça n'a véritablement rien de concret. On ne peut pas le mettre en œuvre. Je vous dis encore une fois, le meilleur aveu, c'est qu'un des groupes de la majorité est en train de rédiger un projet métropolitain. Alors, en évoquant quelques dossiers très concrets, précisément, on va illustrer vos différences d'approche avec la majorité et on va parler aussi des alternatives que vous proposez. On va commencer par évoquer ce PLUI, ce plan local d'urbanisme intercommunal, puisque l'enquête publique qui lui était consacrée s'arrête aujourd'hui, ce vendredi. Vous avez été très critique sur ce projet. D'ailleurs, comme maire de Coran, vous vous êtes prononcé défavorablement. Oui. C'est autant le maire de Coran que le conseiller métropolitain qui va vous parler. Je me suis dans un premier temps abstenu à la métropole. Nous avons émis un avis défavorable avec réserve sur notre commune et nous avons ensuite voté contre le deuxième arrêt du PLUI à la métropole. Ce PLUI qui va s'imposer aux 49 communes à la fin de l'année 2019, début 2020, pour la commune de Coran est dévastateur. L'enquête publique se termine le 24 mai. Dans quelques heures. Et cette enquête publique, pour vous donner un exemple concret, Coran représente à peu près 1% de la population corançaise. Et pour autant, à mi-mai, sur les derniers chiffres que j'avais, Coran a contribué sur la totalité de la métropole à 12% des contributions. Donc, forte participation à l'enquête publique. Certes, oui, on a mobilisé les Corançais. Ça, c'est un document
politique, au sens de l'organisation de la cité qu'on a fait, pas sur les deniers publics, mais sur les deniers des élus de la majorité, pour mobiliser les Corancais et leur dire que c'est maintenant que ça se joue. La métropole nous dit, vous verrez, c'est pas grave s'il y a des erreurs, c'est pas grave si c'est trop dur, c'est pas grave si les taux est trop fort, c'est pas grave si les taux est trop faible. On révisera le PLUI tous les ans, une fois qu'il sera adopté. C'est pas vrai. Dès 2020, il y a les élections municipales et la refonte du conseil métropolitain, il ne se passera rien. 21-22, il y a encore des échéances électorales. Et puis, vu la lourdeur du PLUI, il n'y aura pas des modifications tous les ans. Le PLUI, actuellement, c'est 3 ans de travail. Hein. Oui, donc une modification, sauf pour des erreurs matérielles, mais pour des zonages ou des choses qui impactent négativement les gens, c'est leur mentir que de dire qu'il y aura une révision tous les ans. Mais dans les grandes règles, ce PLUI, quand même, c'est le fait d'économiser l'espace foncier, de renforcer l'offre de logement, de valoriser la diversité des paysages. Comment est-ce qu'on peut être contre ça? Alors, ça dépend. Quand vous le dites comme ça, de manière extrêmement abstraite, c'est un peu comme le manifeste métropolitain, leur projet. Quand c'est abstrait, ce sont des beaux mots. Ce que vous dites, j'adhère. Sauf que dans le concret, quand on a une commune comme la commune de Coran, où le bas c'est de la plaine, puis on a des coteaux et des flancs de montagne, la plaine qui est déjà dense, on nous dit qu'il faut construire la ville sur la ville, densifier et bourrer des parcelles au chausse-pied, et moi il n'en est pas question. C'est non. Et sur les coteaux qu'il faut protéger, et ça je suis extrêmement sensible à cette question-là, on nous met des coefficients d'emprise au sol qui empêchent toute évolution, et en même temps, le maire que je suis doit faire en sorte que les classes d'école ne ferment pas, que la supérette du village ne ferme pas, et je ne peux pas renouveler la population, l'étoffer un petit peu et travailler sur le Coran de demain. Parce qu'il faut quand même offrir des logements nouveaux sur notre agglomération. Il y a des milliers de logements vacants sur l'agglomération, des logements sociaux vacants et des logements privés vacants. Sur le parc des logements sociaux, je pense qu'avant de construire et de bétoniser de partout, on mettrait beaucoup d'argent pour réhabiliter ces logements sur le plan thermique, sur le plan du bien vivre, et d'éviter de faire des densifications qui ont conduit à des échecs politiques, à des échecs de bien vivre ensemble. On connaît tous les exemples auxquels je fais allusion. Je pense que la première priorité serait de commencer par réhabiliter et de mettre le paquet, encore plus que ce qu'il n'est aujourd'hui, sur réhabiliter et occuper déjà les logements vacants. Et quand les logements vacants seront occupés, on pourra discuter de densifier. Vous me dites qu'il y a des milliers de logements sociaux vacants dans l'agglomération? Tout confondu. Sociaux et privés, bien sûr, qu'il y en a. Créer les conditions d'une mobilité apaisée, ça c'est aussi un des grands objectifs du PLUI. Vous nous avez dit, c'est aussi dans le grand projet de notre alternative. Qu'est-ce que c'est une circulation apaisée? Une circulation apaisée, ça commence déjà par ne pas faire une circulation dogmatique. Ça veut dire que s'il est vrai que dans les années 70, même 80, c'était le tout voiture, on ne peut pas faire un effet de balancier et de dire les voitures, ça doit dégager, on ferme les grands axes du centre de la métropole, c'est tout pour les vélos, les trottinettes, les modes doux. Le mode doux, parce que c'est encore un télo, ça. Le mode doux, c'est quoi? C'est le vélo, c'est la marche à pied essentiellement. C'est de ça dont on parle concrètement. Bien, moi je ne suis pas contre tout ça, mais je pense qu'il faut un meilleur partage de l'espace public. Aujourd'hui, on veut chasser la voiture à tout prix pour ne laisser que du piéton ou du cycliste. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que la voiture avait beaucoup de place. Donc rééquilibrer, c'est aussi faire en sorte que la voiture ait moins de place. Oui, vous avez totalement raison. Mais si on regarde déjà, avant l'avènement de ce qui s'est passé à Grenoble, vous prenez les boulevards. Avant Jean Jaurès, c'était 2 fois 3 voies. Avant même qu'il y ait une nouvelle municipalité en 2014, il y avait déjà plus qu'une voie de chaque côté, avec des piétons, des contre-allées, la voie du tram au milieu. Il suffit de regarder même des photos des années 70, même les boulevards Clémenceau, Joseph Vallier, avec l'autopont qu'il y avait. Mais il y avait des bus et des voitures partout. Ça ressemblait presque à des, pardon pour la comparaison, à des grands boulevards à Moscou, c'est-à-dire des rues d'une largeur immense. La voiture était reine, totalement reine. Elle régnait en maître. On avait déjà remis la voiture à sa place, c'est ce que vous me dites. Je dis que sur les 10 dernières années, on n'a déjà pas assez, mais il suffit de regarder des photographies de Grenoble et de son agglomération sur les années 70, 80, 90, 2000. C'est factuel, il suffit de regarder les images. Bon, on va revenir un peu plus tard sur la circulation et la lutte contre la pollution. Encore un mot sur l'aménagement du territoire. Vous êtes a priori plutôt favorable à un élargissement de cette métropole à 49 communes. Elle n'est pas assez grande, il faut s'étendre encore sur le Grésivaudan, sur le Voironnais.
Oui, moi je pense qu'il faut l'élargir parce que, par exemple, les mobilités, les fameuses mobilités. La mobilité, c'est le transport en commun. Est-ce que quelqu'un qui habite dans le Voironnais et qui doit aller travailler dans le Grésivaudan, il a une autorité de transport du Voironnais, une autorité de transport de la métropole, une autorité de transport du Grésivaudan. Et il y a des changements de titres, de billets, de tickets à acheter, il n'y a pas de cohérence. Il faut raisonner, peut-être d'abord pour commencer sur des sujets, les mobilités pour commencer, Oui, c'est parce etc. que j'allais vous dire, ça peut très bien se faire sans englober Ça- le pays voironnais ou le Grésivaudan. Ah, Il peut y avoir des ententes entre les organisateurs de transport. Oui, mais il y a bien les intercos qui sont derrière, les intercommunalités, et c'est bien les politiques qui décident encore. Donc si les politiques ne suivent pas, ça ne suivra pas. Il y a des progrès sur ce sujet-là, il y en a sur d'autres, mais je pense qu'il faudra aller plus loin. Et s'il y avait bien une mesure, je pense qu'il faut une métropole plus grande. Elle ne marchera pas moins bien et pas mieux que ce qu'elle marche si on étendait au Grésivaudan et au Voironnais. Mais au moins, on aurait des cohérences pour traiter des sujets comme les espaces économiques, la métropole grenobloise, on n'a quasiment pas de foncier économique. On a une grosse boîte qui veut venir nous voir et qui dit « moi, je veux créer 800 000 emplois, il me faut du foncier ». On n'a quasiment pas de foncier d'entreprise. D'autres métropoles, agglos, Voironnais et Comcom du Grésivaudan, en ont. Mais c'est peut-être pas elles qu'on vient voir d'abord. Je pense qu'on a tous des forces et des faiblesses. Et au lieu de potentiellement se faire des concurrences, il faudrait avoir un vrai effet synergie pour travailler en force. Allez, parmi les autres grands enjeux, il y a également la gestion des déchets. Alors, il y a un schéma directeur des déchets pour la période 2020-2030 qui a été mis en place par la métropole. Il faut dire que les métropolitains produisent beaucoup de déchets. 240 000 tonnes de déchets par an, ça représente à peu près 500 kilos par an et par habitant. L'un des objectifs de ce grand schéma directeur, c'est de produire moins de déchets. En voilà encore quelque chose de fondamental. Qui n'est pas d'accord avec produire moins de déchets? Nous avons voté contre ce schéma directeur 2020-2030. Il avait été voté en hiver 2017. Il est en œuvre. Il y a depuis un nouveau schéma directeur des déchetteries, et je vais en dire un mot. Donc pareil, dans ce schéma, c'est il faut produire moins de déchets, il faut être résilient, parce que c'est de ça qu'il faut dire. Ça, c'est plutôt vertueux, non? C'est génial. Une fois de plus, dans les mots, dans le vocabulaire, c'est parfait. Concrètement, c'est quoi? Eh bien, les métropolitains ont pu voir que sur leur feuille d'impôt de 2016, la TEOM a augmenté... La taxe d'enlèvement. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle a augmenté de 17,3% en un coup. 17,3% d'augmentation, c'est colossal. Et pourquoi? Pour un schéma qui n'est pas structuré. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que sur les déchetteries, parce que augmenter les impôts ou les taxes, pourquoi pas? Et là, je sais que ce n'est pas politiquement correct de dire ça. Mais si on augmente et qu'on apporte un meilleur service qui nous permette de vivre mieux, dans un air moins pollué et dans des meilleures conditions... Et ce n'est pas le cas. Non, je vous donne un exemple. Le plan déchetterie qui a été voté le 5 avril 2019 fait que nous allons passer de 21 déchetteries sur le territoire métropolitain à 16 déchetteries. Ça veut dire qu'on perd 5 déchetteries qui s'envolent dans la nature. C'est bien le cas de le dire. Parce que le risque d'enlever une déchetterie de proximité, c'est quoi? C'est les rejets sauvages, c'est les rejets toxiques même de fibrociment, etc. Donc, de dire on vous augmente les taxes d'un côté, on fait un joli plan de l'autre, et qu'un an plus tard, on passe de 21 à 16 déchetteries, moi je dis qu'il y a un sujet qui fait qu'on ne peut pas entendre une augmentation de taxes avec une baisse du service. Mais si parallèlement, le but du plan étant de diminuer la production de déchets, si parallèlement, effectivement, la masse de déchets diminue, c'est pas illogique de limiter le nombre de déchetteries ou le nombre de collectes. Je suis d'accord, mais je ne crois pas que la métropole ait compétence pour imposer aux fabricants, aux multinationales, d'enlever leurs emballages. On n'a pas cette compétence-là. Nous, hélas, et sans mauvais jeu de mots, on est en bout de chaîne. C'est nous qui traitons. Quelqu'un qui va acheter ses 16 yaourts avec son emballage carton, etc. La métropole, elle n'a pas le pouvoir coercitif d'enlever ça. Nous, on doit traiter ce que les grandes multinationales nous imposent dans nos assiettes, dans nos frigos. Donc la baisse et dans des nos déchets, vous supermarchés. ne croyez pas? Je pense que la baisse des déchets peut avoir lieu en volume. Je pense que quand on met dans notre poubelle verte, si on détruisait mieux et qu'on ait moins de camions d'enlèvement, je pense qu'avec le compost, pour ceux qui peuvent le faire, qui ont des jardins, même des jardinets, ça, c'est quelque chose d'efficient. Mais sur la baisse sérieuse du kilo de déchets ou des tonnes de déchets, ça ne peut arriver que par des mesures d'État.
on n'est pas efficace là-dessus, je ne le crois pas. Vous évoquiez cette fameuse taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Alors elle va être en partie, pour une partie de cette taxe, liée au volume que les habitants produiront. Oui, dans ce plan-là, donc en gros, c'est un peu caricatural ce que je vais dire, c'est-à-dire qu'on a une poubelle, on va peser notre poubelle et il faut produire le moins de déchets. Il y a eu des expériences comme ça, notamment je crois dans le nord de la Haute-Savoie, où des communes avaient dit c'est le pollueur-payeur, hein, et ce qui est vertueux ça sur le coup. Mais après il faut mettre ça dans le concret une fois de plus. Ça veut dire que celui qui n'a pas envie de payer et qui n'a pas tellement l'esprit civique, il va faire quoi? Il dit moi je paye, moi je mets du poids, moi je paye. Il y a deux façons de faire. Ou je produis moins de déchets, ou je les mets chez le voisin, ou je les mets dans la nature. On a vu que les expériences françaises, moi que j'ai examinées, nous démontrent que ça crée sur le plan écologique des choses assez détestables. Mais ça veut dire que dans votre projet d'alternance, vous faites quoi en matière de déchets? Vous laissez les choses comme elles sont? Non, moi je pense que déjà sur les déchetteries, il faut redonner, moi je suis contre ça, moi je redonnerais plus de place à cette problématique de plus de déchetteries, et je crois véritablement, alors au Conseil métropolitain de ce jour, il y a des délibérations sens qu'on a approuvées. Il faut véritablement former les citoyens au tri. Aujourd'hui, on a un problème colossal, c'est-à-dire que nos camions de poubelle, quand ils arrivent, on fait mal le tri. C'est une catastrophe, on est mauvais. Notre commune, à Coran, est mauvaise aussi. On est des mauvais élèves. Ça veut dire que déjà, les mécaniques qu'on a entre la poubelle verte et la marron, ça ne fonctionne pas. On incinère énormément de choses qu'on devrait pouvoir recycler. Si déjà on faisait ça sur la métropole, on aurait déjà gagné beaucoup. Et alors, je pense que c'est là véritablement de l'éducation populaire. J'ai effectivement un ou deux chiffres à ce propos. Aujourd'hui, 70% d'une poubelle grise pourrait être valorisée. 40% des déchets qui se trouvent à l'intérieur ne devraient pas s'y trouver et pourraient être retraités. Et dans ce fameux plan de la métropole, à l'horizon 2030, 2/3 des déchets devraient être recyclés. Alors c'est aussi un plan, ce schéma directeur, c'est aussi un plan d'investissement dans les infrastructures. Et on pense notamment à l'usine de retraitement d'Adatanor qui doit être remise aux normes. Oui, sur laquelle il n'a pas été fait grand-chose, il n'y avait pas de vision, pas de visibilité. Cette usine stratégique est obsolète, elle n'est pas aux normes. Aujourd'hui encore, ce jour-là, on a voté 260 000 € de mise aux normes incendie, c'est-à-dire que si demain ça prend feu, on n'est pas aux normes. Et avec les volumes de déchets qu'on a, avec les gaz que ça rejette, c'est une pétaudière. Et c'est pour ça qu'encore une fois, nous n'acceptons pas un plan qui est théorique comme ça, avec une augmentation, sans des mesures concrètes qui sont marquées dans le temps. Allez, autre sujet d'actualité, on en revient à la pollution et à la circulation, c'est cette fameuse ZFE dont on a déjà parlé ici, cette zone à faible émission. Notre métropole a été plutôt en avance avec ce dispositif, comme il l'a été avec la vignette critère. C'est d'ailleurs un dispositif ZFE que vous allez rejoindre, Coran, dans quelques mois. Alors, il y a eu effectivement une première vague de communes qui ont rejoint ce dispositif. Elles sont 10 déjà, dans le dispositif qui a pris cours depuis un mois, environ un petit peu moins d'un mois, début mai. Et c'est crescendo puisque les mesures pour ces 10 communes vont être déployées jusqu'à 2025. La commune de Coran entre dans le dispositif début 2020 avec un déploiement plus lent, comme 18 autres communes. Et nous, les conséquences concrètes, parce qu'une fois de plus, je n'ai pas arrêté de critiquer que la métropole actuelle était abstraite. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Coran, un véhicule utilitaire, à partir de début 2020, qui est immatriculé, première immatriculation avant 2000, c'est-à-dire quand même avec véhicule utilitaire qui a 19 ans, ne pourra plus circuler à Coran. Et c'est une bonne chose. Néanmoins, nous avons souhaité qu'il y ait des aides, des accompagnements, parce qu'un artisan, il y a quand même moins d'artisans qu'avant qui ont des camionnettes qui ont 19 ans. Hein. C'est essentiellement des particuliers qui ont ce genre de véhicules anciens qu'ils ne peuvent pas changer. Je parle de véhicules utilitaires. Un artisan qui a un véhicule utilitaire de plus de 20 ans, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Il n'y a pas non plus peut-être beaucoup de particuliers qui ont des véhicules utilitaires. Encore une fois, attention, il y a le véhicule particulier utilitaire. La vignette 5 dont je parle sur la ZFE concerne les véhicules utilitaires et les poids lourds. La ZFE ne concerne que les véhicules utilitaires, effectivement. Et poids lourds, absolument. Donc c'est plutôt une bonne mesure. Quand je dis que la vignette critère, sur la vignette critère, notre métropole a été en avance, vous êtes d'accord? Elle a été dans les pionnières, oui. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Difficile à faire accepter. Vous voyez, je suis dans l'opposition.
Et j'aurais beau jeu de dire ils s'en prennent à notre liberté d'aller et venir, etc. Il y a une atteinte à la liberté d'aller et venir. C'est exact. Néanmoins, on ne peut pas d'un côté déplorer, et ça c'est un vrai problème de santé publique, qu'il y a sur la métropole plusieurs morts par semaine liées directement à la pollution, et d'un côté faire de l'opposition stupide et de dire vous nous empêchez avec les voitures. Autant je suis opposé à la chasse aux voitures systématique qui est faite, autant sur les véhicules polluants, à la condition d'accompagner les gens qui ont des difficultés financières, il faut prendre le taureau par les cornes. Il y a des morts. Quand il y a des dangers, il faut agir vite et agir fort. Les déplacements, c'est aussi le chantier de réaménagement de l'A480, du Rondeau. Alors je précise que vous siégez aussi au conseil syndical du SMTC, le syndicat mixte des transports en commun. Donc vous suivez attentivement ces questions-là. Ces travaux sur l'A480, ils battent leur plein aujourd'hui. Le projet prévoit quand même toute une série de nuances qui, à mon sens, mais vous allez me dire si vous êtes d'accord, vont réduire sa capacité à fluidifier le trafic. C'est délicat pour moi de m'exprimer là-dessus et je vais vous dire pourquoi. Parce que il y avait au départ, comme d'habitude, l'énorme clivage. D'un côté, ceux qui voulaient refaire la 480 disaient il faut 3 fois 3 voies. Si on peut circuler mieux, s'il y a plus de fluidité, il y aura moins de bouchons, moins de pollution. Et de l'autre côté, ceux qui disaient non, ça va faire un effet aspirateur, il y aura plus de voitures. Et de nouveau, on était pris dans ce clivage stupide et permanent entre les pour et les contre. Donc, pour faire avancer sur ce sujet-là, l'État, l'AREA, le département, tout le monde est allé intelligemment apporter une petite pierre à l'édifice, apporter 50 nuances de noir, si on parlait sur l'enrobé, et pour faire allusion à un grand livre culturel. On est allé nuancer ce projet pour faire en sorte et éviter au maximum les oppositions dogmatiques de ceux qui haïssent la voiture à tout prix. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ça a bien fonctionné? Je mets 2 petits bémols. Il y a des recours qui sont déposés contre la 480. Encore récemment, il y a quelques jours, encore 2 recours. Il y avait déjà eu des citoyens, on sait bien lesquels, c'est toujours les mêmes. C'est des citoyens militants. Le mot citoyen, moi je le dis très clairement, quand on parle de citoyens sur Grenoble, c'est des citoyens, ça veut dire le mot citoyen, c'est je suis favorable au dogme de la municipalité et de ce qu'ils essaient d'instiller à la métropole. Pour moi, c'est ça. Voilà, très clairement, il n'y a pas de langue de bois, on le dit. Donc, on instrumentalise un peu ce label citoyen. C'est un mot magnifique, citoyen. Je trouve que le dogmatisme et la com des mouvements grenoblois et d'une mouvance à la métropole a carrément galvaudé ce mot. Je n'arrive plus à l'utiliser. Voilà, je vous le dis très franchement. On revient à la 480, quand on parle du verrou de Saint-Égrève, quand on parle d'une voie réservée au covoiturage, quand on parle de limitation de vitesse à 70 km/h, finalement, cette A480, elle sera tout sauf une 2x3 voies. Ce sera une 2x3 voies techniquement, et on fait bien tout, c'est un article indéfini, on fait bien tout pour qu'il y ait des verrous, des restrictions, des choses qui rassurent. On parle de murs anti-bruit. Moi, ce qui me rassure quand même dans ce projet, c'est que l'emprise permet, si demain... parce que ceux qui s'opposent à ça nous disent on a une vision rétrograde des choses, on voit le monde, on est l'ancien monde, etc. Si dans 30 ans ou dans 20 ans, on dit qu'à 2025, beaucoup de diesels devront disparaître. Si dans 20 ans, 90% du parc est électrique, c'est quoi l'intérêt de ne pas avoir 2 fois 3 voies? C'est ridicule. Si on veut justement être progressiste, il faut savoir voir un peu plus loin que le bout de son nez ou de son dogme. Et bien je crois que voir à 20 ans, c'est de se dire qu'il faut garder le champ du possible. Ça sera peut-être à 70, c'est ce que l'État semble indiquer, mais si demain, parce que le parc automobile a changé, il s'est purifié, il permet de moins polluer, c'est une emprise qui permet de monter la vitesse. Alors cette semaine, vous l'évoquiez, effectivement, on a appris à propos de ces travaux de la 480 que la FRAPNA, l'association de défense de la nature, a saisi le tribunal administratif pour faire annuler l'autorisation signée par le préfet. Selon elle, les études n'ont pas été faites pour proposer des alternatives au déboisement et à l'élargissement de l'emprise que vous évoquiez. La justice devrait étudier ces 2 recours le 5 juin prochain. On continue à parler de déplacement. Évoquons le transport par câble. Ici même, sur ce plateau, la semaine dernière, Yann Mongaburu, le président du
du SMTC vantait le projet entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinou via la presqu'île, un projet qui devrait être effectif en 2023. Vous vous dites, le câble oui, mais là, c'est pas le bon trajet. Traduisons-les. 2015, je crois, la presse écrite, télé, radio, à grands coups de com', nous allons mettre un câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinou. Tout était tout beau. Ils n'ont pas arrêté de communiquer là-dessus. Puis 2016, rien. 2017, rien. 2018, rien. Et 2019, dire ah, mais en 2020, il y a les élections. On avait promis tout ça à la hâte, c'est-à-dire il y a moins de 2 mois. Alors qu'on avait voté le budget du SMTC, Syndicat mixte des transports en commun, qui a vocation, avec la métropole qui peut porter le projet, à s'impliquer sur ce sujet-là, on vote le budget, pas de ligne d'investissement sur le câble. 1 mois plus tard, réveil des décideurs, vite le métro-câble, on vote et on lance. Ça, c'est cynique. Et moi, j'apprécie pas du tout cette façon de procéder. Sur le fond du dossier maintenant, depuis le début, on dit que la solution du transport par câble est une bonne idée. Elle peut être ou bien de plaine à montagne, par exemple Grenoble-Champs-Rousse, pour dire quelque chose comme ça, ou alors dans la plaine. Le trajet qui est proposé Saint-Martin-le-Vinou, Fontaine-Saint-Martin-le-Vinou, avec une halte sur la presqu'île scientifique, c'est perpendiculaire au flux de véhicules. Aujourd'hui, ce qui nous pose problème sur la cluse de Vorep, c'est 100 000 véhicules jour qui font un transport pendulaire. 100 000 entrées, 100 000 sorties tous les jours. Il aurait été mieux dans ce sens. Mais bien sûr qu'il était mieux dans ce sens. Beaucoup d'associations, alors pourquoi je le dis, c'est pas parce que je le dis moi que j'ai raison. Il y a beaucoup d'associations qui se sont impliquées dans ce projet-là pour expliquer que le maître, c'était pour désengorger cet accès le matin. Alors, qui a raison? Qui a tort? Moi, j'ai peut-être une piste. Dans le cadre du PDU, plan de déplacement urbain, que nous, on a dû fabriquer, il y a une enquête publique. Et le commissaire enquêteur, qui n'est ni pour ni contre, qui est là pour donner un avis en fonction de ce qu'il perçoit objectivement, dans sa recommandation numéro 8, invite les autorités qui décident à revoir le coût, l'implantation, la temporalité du trajet qui est proposé. Même le commissaire enquêteur le dit. Donc il y a un vrai sujet, c'est plus de 50 millions d'euros qui vont être impliqués. Si c'est pour faire quelque chose qui amuse 3 personnes par jour, j'exagère, c'est un peu... 5 000 par jour, 5 000 voyages par jour selon les estimations. Prévu, comme certaines lignes de tram dans le sud de Grenoble où on nous avait promis monts et merveilles, et toutes les lignes sont déficitaires, parce que c'est presque consubstantiel à ça, mais très sincèrement, là, on nous annonce quelque chose, ça sera manifestement pas tenu, et on va vers une catastrophe financière. Et en termes d'utilité, franchement, on a de moins en moins d'argent, mais de 50 millions dans un trajet de transport perpendiculaire au flux, ça me paraît être en dépit du bon sens, et le commissaire enquêteur valide l'analyse de Métropole d'Avenir à ce sujet-là. Les transports en commun, encore une fois, la gratuité. Alors encore ici, la semaine dernière, le président du SMTC laissait sous-entendre qu'une étude était en cours et qu'a priori, des annonces pouvaient être faites d'ici cet été en faveur d'une éventuelle gratuité. D'accord, on est en 2019. En mars 2020, qu'est-ce qu'il y a déjà? Ah, les élections municipales. Ah, alors, c'était dans le programme municipal d'une commune candidate en 2014. Dans les faits, moi, il y a ce qu'on annonce et il y a ce qui se passe, parce que on laisse entendre qu'il y aurait des études. Alors, des annonces, il y en aura peut-être. Très bien. Mais dans les faits, moi, qu'est-ce que je constate depuis 2014? Je constate qu'on s'est rendu compte déjà que la gratuité, c'est un mensonge. Si c'est gratuit pour certains, c'est bien d'autres qui paieront. La gratuité, ça n'existe pas. C'est simplement dire gratuité pour certaines catégories de personnes. Ou si c'est pour tout le monde, c'est l'impôt et les taxes qui paiera les transports. Pas de gratuité, première chose. Et dans les faits, il y a moins d'1 an de cela, le SMTC et son président, qui laisse entendre que peut-être il y aura des annonces, a voté pour des personnes âgées une augmentation des tarifs de 270%. Je ne me trompe pas, 270% d'augmentation des tarifs. Et là, à 8 mois des élections municipales, on vient nous dire qu'il y aura des annonces sur la gratuité. Je pense que ça, c'est pour les naïfs. Il y aura sans doute des annonces. Si on vous a déjà fait, comme on dit, le teasing là-dessus, il y aura des annonces. S'il y a encore des gens naïfs pour croire à ça, eh bien, écoutez, que grand bien leur fasse. Et vous, la gratuité pour l'usager, c'est pas une bonne solution? Non. Je pense que c'est de modérer les tarifs en fonction des revenus, c'est pas un problème. Je trouve ça plutôt intelligent et juste pour la redistribution. Mais je pense toujours que ce qui est gratuit ne responsabilise pas. En fonction des revenus, ça veut dire qu'un retraité qui a les moyens paye plein pot? Oui. C'est pas gênant? Non, ça me gêne pas. Non. Et puis, pour vous dire, il y a des lignes de tram
qui sont déjà saturés. Saturés, vous le savez, quand on se promène des fois sur Alsace-Lorraine, on voit des fois il y a 2-3 trams à la suite. C'est pas qu'il y a une erreur d'aiguillage ou je ne sais quoi, c'est simplement qu'on est à des heures de pointe et que les rames arrivent à peine déjà à absorber le flux des voyageurs. Si on fait de la gratuité, on va les mettre où? Donc je pense que la gratuité, encore une fois, est injuste, irresponsable, sauf pour faire des promesses électoralistes. La marque Grenoble-Alpes, alors on a vu naître cette semaine cette marque territoriale Grenoble-Alpes lancée par la métro avec le renfort de chefs d'entreprise locaux dans le but de modifier le discours sur Grenoble et de lutter contre le Grenoble bashing. Parler d'une même voix pour être mieux entendu et porter un message commun, voilà l'ambition de Grenoble-Alpes. Cette marque est l'emblème d'un programme collectif porté par des acteurs qui font la richesse et l'attractivité de la région grenobloise. Il n'existait pas de collectif aujourd'hui sur ce territoire qui parlait du territoire et des aspects positifs de ce territoire, de ceux qui créent des réussites, tout simplement, et des forces à la fois en direction des habitants de cette agglomération, de la métropole, mais aussi de façon plus large, régionalement, nationalement, à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Grenoble-Alpes est un outil pour porter la région, cet écrin montagnard à la réputation d'innovation sociale et technologique. Au cœur de cette démarche, un réseau de pionniers, des milliers d'habitants et d'acteurs mobilisés. On va solliciter des habitants qui ont envie de parler de leur territoire parce qu'ils l'aiment. On veut simplement qu'ils nous disent pourquoi ils l'aiment. Donc on va monter en puissance dans la stratégie de communication, dans la stratégie de déploiement, tout ça au travers d'une association où il y aura des collèges, des acteurs économiques, universitaires, mais aussi les habitants qui pourront tout simplement y adhérer. La marque joue collectif aux commandes Jacques Rebaud, président des Brûleurs de Loups. Je suis né à Grenoble, je vis depuis 50 ans à Grenoble et ce territoire m'a tellement apporté, m'a tellement donné que j'ai envie de lui rendre un petit peu de ce qu'il m'a apporté et j'ai envie de le faire savoir à tous ceux qui sont dans Grenoble mais qui sont également en dehors de Grenoble. Grenoble-Alpes espère mobiliser plus de 10 000 salariés, chefs d'entreprise, étudiants, sportifs, jeunes ou moins jeunes. Jean-Damien Mermilleux-Blondin, vous pouvez aussi être un ambassadeur de cette marque Grenoble-Alpes. Tout ce qui peut contribuer au dynamisme et, on va dire, à la bonne image du territoire, moi je peux être que favorable. Je note simplement qu'il y a, je crois, 2 ans de cela, le département a lancé sa marque, Alpisière, qui fait ses preuves, puisque je sais que maintenant il y a des produits qui sont estampillés locaux, c'est circuits courts, on valorise, on va dire, les acteurs du territoire, quels qu'ils soient. Voilà une deuxième marque, alors qui n'est pas sur la même emprise du territoire. Alpisière, c'est le département. Là, Grenoble-Alpes, c'est le territoire métropolitain en parlant de Grenoble, dont le mot Grenoble est mis en avant. Ça peut entraîner une confusion des marques, c'est ça? Cette seconde marque, il faut qu'elle fasse ses preuves. Il ne faut pas qu'il y ait une concurrence des marques, en tout cas. Pas de confusion, pas de concurrence. Il y a une marque qui commence à bien fonctionner. Je crois que c'est important qu'on arrive à communiquer mieux dès qu'on regarde sur l'actualité nationale. Parce que le Grenoble bashing aussi, c'est... Il y aurait des mauvais qui passeraient leur temps à dire du mal de Grenoble de manière indue. Enfin, ce qui se dit à la télévision, ce qui se dit dans tous les médias, quand il y a un gamin qui sort d'une discothèque, qui se fait poignarder en plein cœur et qui fait une famille désemparée, quand on sait que le trafic de stupéfiants est endémique, qu'il y a une violence folle sur la métropole, c'est pas faire du Grenoble bashing, ça. Ou alors, si c'est dire la vérité, le Grenoble bashing, je fais du Grenoble bashing parce que j'ai la vérité. Mais maintenant, il est vrai qu'il faut essayer de faire autre chose que de parler tout le temps de ça. Ça, il faut le traiter avec courage et sans démagogie. Et en étant impitoyable, ça c'est clair. Mais d'un autre côté, il faut effectivement valoriser les atouts. J'espère que cette marque-là fonctionnera, trouvera son essor et fera que l'image de Grenoble soit meilleure que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui. On voit aussi derrière cette opération qu'il y a quand même la nécessité de développer un sentiment d'appartenance à un territoire métropolitain. C'était d'ailleurs un peu le défi de cette mandature, c'était de faire en sorte que sur les 49 communes, on se sente métropolitain. Est-ce que ce défi il a été gagné ? Oui, je pense, pour être honnête, quand on discute avec nos citoyens, ils savent... Donc à Coran, on n'est plus corancé, on est métropolitain. Non. Alors si c'est ça votre question, la réponse est non. À Coran, on est corancé. Mais on sait aussi que la métropole est là. Et où je pense que la métropole échoue lourdement, c'est
et nous aussi les maires, je pense qu'il faut qu'on arrive pourtant essayer d'expliquer. Beaucoup de citoyens encore n'ont pas compris ce qui relevait de la commune et ce qui relevait de la métropole. On a tous notre part de responsabilité là-dedans, on essaie de communiquer, on a nos journaux municipaux, la métropole a envoyé un magazine, mais aujourd'hui, une demande de citoyens sur 2 est adressée au maire alors qu'elle doit l'être à la métropole. Donc, les citoyens, en tout cas de ce que je perçois sur ma commune, savent qu'ils sont en métropole, savent que souvent le maire leur répond « Attention, ça c'est pas nous, c'est la métropole, donc je vais relayer la demande et on va essayer de vous accompagner là-dessus ». Mais les choses ne sont pas claires. Et je pense qu'une fois que tout sera ça clair, il y a un deuxième étage à la fusée, c'est qu'après il faut être fier de sa métropole. Il faut être fier de dire « Je suis dans la métropole grenobloise ». Il y a une enquête de satisfaction et de notoriété commandée par la métropole sur la métropole, elle est dévastatrice. L'image aujourd'hui des métropolitains d'eux-mêmes et des gens qui sont autour de nous sont très critiques. C'est pour ça que cette marque Grenoble-Alpes peut aller dans le bon sens. Alors il y a un autre événement qui peut peut-être rendre fier, c'est le fait qu'on accueille très bientôt la Coupe du Monde de foot féminin. Elle approche, elle fera escale à Grenoble. Le Stade des Alpes accueillera 5 matchs. En attendant, vous le voyez, c'est le trophée qui est arrivé en début de semaine dans la capitale des Alpes. Il a été présenté, vous le voyez, à la Bastille avec la mascotte. Elle s'appelle Etty, c'est la fille de Footix. Une mascotte qui attend comme nous avec impatience le premier choc prévu à Grenoble. Ce sera le 9 juin prochain. Ce sera le Brésil contre la Jamaïque. Ça, c'est une bonne opération. C'est super, ça. Ça, c'est la classe. Ça, quand on est métropolitain, on peut se dire, là, la métropole, on sait pourquoi on est métropolitain. C'est pas Grenoble qui a que c'est dans le Stade des Alpes de Grenoble. Le Stade des Alpes, il est à la métropole. Là, on a la tête haute, on a le sourire. Vous voyez, c'est très clair. C'est super. J'invite celles et ceux qui veulent aller voir ces matchs à aller vite. Alors, il y a déjà, je crois, 50 000 tickets qui ont été vendus. Il y a un match qui est très demandé. Je suis moi-même demandeur et je ne suis pas encore satisfait. C'est Brésil-Jamaïque. Je crois que c'est celui qui focalise le plus. Même pour celles et ceux qui ne sont pas des fans de foot, moi j'ai emmené des membres de ma famille qui ne sont pas des fans de foot, aller dans un stade de foot et surtout le football féminin, qui est très technique, qui est très sympa. Et puis, je trouve que, j'ose le dire, les filles tombent peut-être un petit peu moins et font un peu moins de roulade. Moins de simulation. Oui, je le dis. Il y a plus de place au sport, les temps de jeu sont plus soutenus. Et ce sont de très très jolis matchs que j'ai pu déjà voir. Et j'invite toutes celles et ceux qui voudraient avoir une première expérience footballistique, d'aller véritablement remplir notre Stade des Alpes pour encourager les équipes. Allez, c'est un super événement. On change de type de match parce qu'il nous reste 3 minutes, mais je veux quand même évoquer les matchs qui se dessinent pour les prochaines municipales. Ce sera en 2020. D'abord, est-ce que vous serez candidat à votre succession à Coran ? Si on fait langue de bois, je travaille, la meilleure des... Et si on ne fait pas langue de bois ? Oui, je serai candidat, bien sûr. Vous savez que l'enjeu, c'est aussi la majorité à la métropole. La République En Marche en a clairement fait un de ses objectifs. Pour gagner la majorité à la métropole, il faut globalement gagner la ville de Grenoble. Vous y croyez à ce grand rassemblement, ni Piolle ni Carignon, qui se dessine des socialistes jusqu'aux républicains ? Aujourd'hui, il n'y a pas de rassemblement. Il y a des velléités, j'ai lu ça. Moi, je suis attentif aux vraies candidatures qui seront déclarées. Certains sont candidats, d'autres disent qu'ils sont en train de travailler, que ce n'est pas le moment. Vous voyez, typiquement, il y a des velléités de rassemblement. Je crois qu'en tout état de cause, la ville-centre, la ville grenobloise, et je le dis vraiment à tous les métropolitains, à tous les grenoblois, sera la clé de la métropole. Parce que les règles de majorité de la métropole vont changer. Je crois de mémoire qu'on sera plus que 110 conseillers métropolitains, dont 34 grenoblois. Presque le tiers. Ça veut dire que ceux qui vont emporter la ville-centre seront très costauds, très puissants à la métropole, mais ce ne sera pas suffisant. Ça veut dire que ceux qui vont emporter la ville de Grenoble devront chercher des alliances avec des gens de bonne volonté. Précisément, si c'est En Marche qui décroche la ville de Grenoble, faisons un peu de prospective, et qui décroche du coup la métropole, est-ce que Coran pourrait siéger dans une majorité avec En Marche ? Est-ce que vous êtes En Marche compatible ? Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, parce que moi je veux savoir le programme. Ça, c'est typique. Ça, c'est langue de bois. Non, je ne crois pas. Je pense au contraire que ce n'est pas langue de bois, je vais vous dire pourquoi. Je pense que ce qui est langue de bois aujourd'hui, c'est de dire En Marche va prendre la ville de Grenoble, ou les Républicains, ou... On peut dire si, on peut émettre des hypothèses. Oui, mais ça ne veut rien dire. Parce que En Marche a un programme national
quel est le programme d'En Marche pour Grenoble? Quel est le programme de la France Insoumise? On ne le sait pas. Donc moi, je ne m'attache pas aux étiquettes. Ce à quoi je m'attache, c'est quel est le programme pour Grenoble moins que pour la métropole, quelle que soit Vous savez, sur la métropole, là, moi je suis dans l'opposition, je suis chef de l'opposition. Enfin, il y a plusieurs maintenant groupes d'opposition, en tout cas le plus gros groupe d'opposition. La seule métropole en 2014 qui a décidé de ne pas inclure toutes les sensibilités politiques dans sa gouvernance, c'est Grenoble. Ça, c'est pas très progressiste quand même pour ceux qui ont du vocabulaire. Et ce que je peux dire, c'est que quel que soit celui qui gagnera Grenoble demain, si dans son programme métropolitain, il a des choses qui vont dans les préoccupations que j'exprimais en début d'émission, il n'y a pas de raison de ne pas travailler avec. Voilà. Mais le programme, c'est pas langue de bois, ça, Christophe Reville. Au contraire, je crois. Alors, on va attendre encore un tout petit peu. Merci beaucoup Jean-Damien Mermillod-Blondin d'avoir été l'invité du Récap Info. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous tout de suite sur Internet, sur les réseaux sociaux pour le bonus, le supplément du Récap Info. Et la semaine prochaine, non, on fera une petite pause la semaine prochaine, donc dans 2 semaines avec un nouvel invité.